tigre. Traduction de la nouvelle The Lady or the Tiger de Frank Stockton, 1882. Au temps très ancien, vivait un roi à demi barbare, dont les idées, quoique polies et affûtées par le progressisme de distants voisins latins, ouvraient des horizons larges, fleuris et sans limite, comme la part de lui restée barbare. C'était un homme d'une fantaisie exubérante, et avec cela doté d'une autorité si irrésistible qu'il pouvait, à volonté, transformer ses diverses fantaisies en faits. Il était très enclin à l'auto-unanimité, et lorsque lui et lui-même tombaient d'accord sur une chose, cette chose était faite. Quand toutes ses affaires domestiques et politiques suivaient gentiment leur cours prévu, sa nature était douce et généreuse. Mais s'il arrivait un petit accident, et qu'une de ses orbes sortit de son orbite, il était plus doux et généreux encore, car rien ne lui plaisait plus que de redresser ce qui était tordu et d'écraser les inégalités. Parmi les notions étrangères qui tempéraient sa barbarie figurait celle de l'arène publique, dans laquelle les démonstrations de bravoure humaine et animale raffinaient et cultivaient l'esprit de ses sujets. Mais sa fantaisie exubérante et barbare se révélait là aussi. L'arène du roi était construite, non pour donner au peuple l'occasion d'entendre les rhapsodies de gladiateurs à l'agonie, ni pour lui permettre de voir l'inévitable achèvement du conflit entre des idées religieuses et des mâchoires affamées, mais dans l'idée d'ouvrir et de développer l'énergie mentale de ses sujets. Ce vaste amphithéâtre, avec ses galeries circulaires, ses voûtes mystérieuses et ses passages secrets, était un agent de justice poétique, dans lequel le crime était puni, ou la vertu récompensée, par les décrets d'un hasard implacable et incorruptible. Quand un sujet était accusé d'un crime d'importance suffisante pour intéresser le roi, un avis public annonçait qu'à tel jour, le destin de l'accusé se déciderait dans l'arène royale, une structure qui méritait son nom, car bien que sa forme et son plan aient été inspirés de l'étranger, sa conception émanait du cerveau d'un seul homme, qui, roi jusqu'à la dernière roquille, ne suivait que sa fantaisie, et greffait sur chaque pouce de pensée et d'action humaine la riche luxuriance de son idéalisme barbare. Quand tout le peuple s'était assemblé dans les galeries, et que le roi, entouré de sa cour, s'était assis sur son trône, tout en haut, d'un côté de l'arène, il donnait un signal, une porte en dessous s'ouvrait, et l'accusé entrait dans l'amphithéâtre. Tout devant lui, à l'autre bout de l'arène, se trouvaient deux portes, exactement identiques et côte à côte. C'était le devoir et le privilège de la personne jugée de marcher droit à ces portes et d'en ouvrir une. Il pouvait ouvrir celle qu'il voulait. Il n'était sujet à aucune influence, si ce n'est celle du susmentionné hasard impartial et incorruptible. S'il ouvrait l'une, un tigre affamé en sortait, le plus féroce et le plus cruel qu'on ait pu se procurer, qui lui sautait immédiatement dessus et le réduisait en pièces en expiation de son crime. Au moment où l'affaire était ainsi réglée, de lugubres cloches sonnaient, de grands cris s'élevaient de la foule des pleureuses postées aux abords de l'arène, et le public, tête courbée et cœur en berne, prenait lentement le chemin du retour, regrettant pieusement qu'un être si jeune et si beau, ou si vieux et si respecté, ait mérité un destin aussi funeste. Mais si l'accusé ouvrait l'autre porte, en sortait une demoiselle, la plus convenable à son âge et à son statut que sa majesté ait pu trouver parmi ses sujets. Et à cette demoiselle, il était marié sur le champ, en récompense de son innocence. Qu'il ait déjà une femme et une famille, ou que ses sentiments soient engagés ailleurs, cela n'avait aucune espèce d'importance. Le roi ne permettait pas à des considérations aussi secondaires de perturber sa grande idée des récompenses et des châtiments. Cette cérémonie, comme la précédente, prenait place immédiatement dans l'arène. Une autre porte s'ouvrait sous la loge du roi, et un prêtre, suivi de choristes et de danseuses soufflant des airs joyeux dans des cornes d'or, battant en mesure un chant nuptial, s'avançait vers le tout jeune couple. Et le mariage était promptement et allègrement célébré. Puis les cloches de cuivre sonnaient joyeusement, le peuple entonnait des Alléluia, et l'homme innocent, précédé par des enfants jetant des fleurs sur son chemin, conduisait sa fiancée chez lui. Telle était la méthode semi-barbare du roi pour administrer la justice.
Sa parfaite équité est évidente. Le criminel ne pouvait savoir de quelle porte sortirait la demoiselle. Il ouvrait celle qu'il voulait sans avoir la moindre idée si, l'instant d'après, il allait être dévoré ou marié. Dans certaines occasions, le tigre sortait par une porte, dans d'autres par l'autre. Les décisions de ce tribunal n'étaient pas seulement justes, elles étaient définitives. L'accusé était instantanément puni s'il se trouvait coupable, et s'il était innocent, il était récompensé sur le champ, qu'il le veuille ou non. On ne pouvait échapper au jugement de la reine du roi. L'institution était très populaire. Lorsque le peuple se réunissait pour un grand procès, il ne savait jamais s'il allait assister à un massacre sanglant ou à un joyeux mariage. Cette incertitude conférait à l'événement un intérêt qu'il n'aurait pu atteindre autrement. Ainsi, les masses étaient amusées et satisfaites, et la partie pensante de la communauté ne pouvait porter aucune accusation d'injustice contre ce plan, car l'accusé n'avait-il pas toute l'affaire entre ses mains? Ce roi demi-barbare avait une fille, aussi radieuse que ses fantaisies les plus florissantes, et à l'âme aussi fervente et impérieuse que la sienne. Comme il est d'usage en pareil cas, elle était la prunelle de ses yeux, et il l'aimait par-dessus tout. Parmi ses courtisans se trouvait un jeune homme, de cette finesse de sang et de cette bassesse de condition qui caractérise les héros romantiques amoureux de jeunes princesses. Cette jeune princesse était bien satisfaite de son amant, car il était le plus beau et le plus courageux du royaume, et elle l'aimait avec une ardeur qui avait assez de barbarie en elle pour la rendre extrêmement vive et forte. Cette histoire d'amour se poursuivit agréablement pendant de nombreux mois, jusqu'au jour où le roi en découvrit l'existence. Il n'hésita pas à faire son devoir. Le jeune homme fut immédiatement jeté en prison, et un jour fut fixé pour son procès dans les arènes du roi. Il s'agissait, bien entendu, d'une occasion particulièrement importante, et Sa Majesté, ainsi que tout le peuple, s'intéressaient de près au déroulement de ce procès. Jamais auparavant un tel cas ne s'était produit. Jamais auparavant un sujet n'avait osé aimer la fille du roi. Depuis, de telles choses sont devenues assez banales, mais à l'époque elles étaient tout à fait nouvelles et surprenantes. On parcourut les cages à tigres du royaume pour trouver les bêtes les plus sauvages et les plus implacables, le monstre le plus féroce à mettre dans l'arène, et on examina soigneusement les jolies filles dans tout le pays, afin que le jeune homme puisse avoir une épouse à sa mesure, au cas où le sort ne lui réserverait pas un destin différent. Bien sûr, tout le monde savait que l'acte dont il était accusé avait été commis. Il avait aimé la princesse, et ni lui, ni elle, ni personne ne songeait à le nier. Mais le roi ne laissait pas des faits de ce genre interférer avec les travaux du tribunal, dans lesquels il prenait tant de plaisir et de satisfaction. Quelle que soit l'issue de l'affaire, le jeune homme serait écarté et le roi prendrait un plaisir esthétique à observer la suite des événements, qui déterminerait si oui ou non le jeune homme avait eu tort de se laisser aimer par la princesse. Le jour fixé arriva. Venu des quatre coins du royaume, le peuple se rassembla et se pressa dans les grandes galeries de l'arène, et la foule incapable d'y entrer se massa contre les murs extérieurs. Le roi et sa cour étaient à leur place, en face des portes jumelles, ces portails funestes, si terribles dans leur similitude. Tout était prêt. Le signal fut donné. Une porte, sous le groupe royal, s'ouvrit, et l'amant de la princesse entra dans l'arène. Grand, beau, lumineux, son apparition fut saluée par un murmure d'admiration et d'anxiété. La moitié de l'auditoire ne savait pas qu'un jeune homme aussi noble avait vécu parmi eux. Pas étonnant que la princesse l'ait aimé. Quelle terrible chose pour lui d'être là. En avançant dans l'arène, le jeune homme se tourna, comme le voulait la coutume, pour saluer le roi, mais il ne pensait pas du tout à cet auguste personnage. Ses yeux étaient fixés sur la princesse, qui était assise à la droite de son père. S'il n'y avait pas eu une part de barbarie dans sa nature, il est probable qu'elle n'aurait pas été là, mais son âme ardente et fervente ne lui permettait pas de fuir un événement auquel elle était si terriblement intéressée. Depuis le moment où le décret avait été rendu public, elle n'avait pensé à rien, nuit et jour, qu'à ce grand moment et aux diverses questions qui s'y rattachaient. Possédant plus de pouvoir, d'influence et de force de caractère qu'aucune autre personne mêlée à ce genre d'affaires, elle avait fait ce que personne d'autre n'avait fait, elle s'était emparée du secret des portes.
Elle savait dans laquelle des deux pièces se trouvait la cage du tigre et dans laquelle attendait la demoiselle. Il était impossible qu'un bruit ou un indice traverse l'une de ces deux épaisses portes et parvienne à l'extérieur. Mais l'or et l'irrésistible volonté d'une femme en avaient livré le secret à la princesse. Et non seulement elle savait dans quelle pièce se tenait la demoiselle prête à s'élancer, radieuse et rougissante si sa porte était ouverte, mais elle savait aussi qui était cette demoiselle. C'était l'une des plus belles et des plus agréables demoiselles de la cour qui avait été choisie comme récompense pour le jeune accusé, si celui-ci était reconnu innocent du crime d'avoir aspiré à une femme si supérieure à lui. Et la princesse la détestait. Souvent, elle avait vu, ou imaginé qu'elle avait vu, cette belle créature jeter des regards d'admiration sur son amant, et parfois elle crut que ces regards étaient remarqués, et même retournés. De temps en temps, elle les avait vus parler ensemble. Cela ne durait qu'un instant ou deux, mais on peut dire beaucoup de choses en peu de temps. Cela pouvait être sur des sujets sans importance. Comment pouvait-elle le savoir? La jeune fille était charmante, mais elle avait osé lever les yeux sur l'amant de la princesse, et, avec toute l'intensité du sang sauvage transmis par de longues lignées d'ancêtres entièrement barbares, la princesse détestait celle qui rougissait et tremblait derrière cette porte silencieuse. Lorsque son amant se retourna et la regarda, lorsque son regard rencontra le sien alors qu'elle était assise là, plus pâle que n'importe qui dans le vaste océan de visages anxieux qui l'entourait, il vit, par ce pouvoir de perception rapide qui est donné à ceux dont les âmes ne font qu'une, qu'elle savait derrière quelle porte l'attendait le tigre et derrière laquelle se tenait la demoiselle. Il avait prévu qu'elle le saurait. Il comprenait sa nature, et dans son âme il était persuadé qu'elle n'aurait pas de répit avant d'avoir obtenu cette information, cachée à tous les autres, même au roi. Le seul espoir du jeune homme reposait sur la princesse, et au moment où il la regarda, il vit qu'elle avait réussi. C'est alors que son regard vif et inquiet posa la question: laquelle? C'était aussi clair pour elle que s'il l'avait crié de là où il était. Il n'y avait pas un instant à perdre. La question avait été posée en un éclair, il fallait y répondre. Son bras droit reposait sur le parapet devant elle. Elle leva la main et fit un léger mouvement vers la droite. Personne d'autre que son amant ne la vit. Tous les yeux, sauf les siens, étaient fixés sur l'homme dans l'arène. Il s'est retourné et a traversé l'espace vide d'un pas ferme et rapide. Tous les cœurs s'arrêtèrent de battre. Toutes les respirations se suspendirent. Tous les yeux se fixèrent sur cet homme. Sans la moindre hésitation, il se dirigea vers la porte de droite et l'ouvrit. Maintenant, la question est la suivante. Qui est sorti par cette porte? Le tigre ou la demoiselle? Plus nous réfléchissons à cette question, plus il est difficile d'y répondre. Elle implique une étude du cœur humain qui nous conduit à travers les labyrinthes sournois de la passion dont il est difficile de trouver le chemin. Pensez-y, cher lecteur, non pas comme si la décision de la question dépendait de vous, mais de cette princesse au sang chaud, demi-barbare, l'âme chauffée à blanc par les feux combinés du désespoir et de la jalousie. Elle avait perdu son amant, mais qui devait l'avoir? Combien de fois, dans ses heures d'éveil et dans ses rêves, avait-elle frémi d'horreur et couvert son visage de ses mains en pensant que son amant ouvrait la porte derrière laquelle attendaient les crocs cruels du tigre? Mais combien plus souvent encore l'avait-elle vue à l'autre porte? Combien de fois, dans ses rêveries douloureuses, elle avait grincé des dents et s'était arraché les cheveux quand elle avait vu son sursaut de ravissement en ouvrant la porte de la demoiselle? Comme son âme avait brûlé d'agonie quand elle l'avait vue se précipiter à la rencontre de cette femme, avec sa joue rougissante et son œil étincelant de triomphe, quand elle les avait vus, enflammés par la joie de la vie retrouvée, quand elle avait entendu les alléluia de la multitude et le tintement sauvage des joyeuses cloches, quand elle avait vu le prêtre avec ses choristes s'avancer vers le couple et les marier sous ses yeux, et quand elle les avait vus s'éloigner ensemble sur leur chemin de fleurs, suivis par les cris formidables de la multitude en délire, dans lesquels son seul cri de désespoir était perdu et noyé. Ne vaudrait-il pas mieux qu'il meure sur le champ et qu'il aille l'attendre dans les régions bénies du paradis demi-barbare? Et pourtant, cet affreux tigre, ces cris, ce sang,
Sa décision avait été indiquée en un instant, mais elle avait été prise après des jours et des nuits d'anxieuse indécision. Elle avait su qu'on lui poserait la question. Elle avait décidé ce qu'elle répondrait, et sans la moindre hésitation, elle avait déplacé sa main vers la droite. La question de son choix ne doit pas être considérée à la légère, et ce n'est pas à moi d'y répondre. Et donc je m'en remets à vous tous. Qui est sorti par la porte ouverte, la demoiselle ou le tigre?